Bienvenue dans un nouvel épisode de Plus de Millage. On a plein de sujets aujourd'hui. Le nouveau Tesla Model Y est moins cher, il est admissible aux subventions au Canada. Le prix du Ford Mach-E a baissé. Plein de choses qui se passent. Donc, on va répondre à toutes vos questions sur ces véhicules-là, ce qui se passe avec le marché des VUS électriques au Québec. Mais avant de débuter, un message dans le commanditaire JN Auto. Ce segment d'épisode vous est présenté par JN Auto, concessionnaire de véhicules électriques dans la région des Cantons de l'Est. JN Auto offre une énorme sélection de véhicules électriques, hybrides branchables, hybrides en stock. Ils offrent aussi la location à court terme de véhicules électriques pour en faire l'essai quelques jours et vous familiariser avec le modèle de vos rêves. Que ce soit pour acheter votre prochaine Tesla, Bolt, Mustang Mach-E, Kia V6, Ioniq 5 ou autre modèle de véhicule électrique, JN Auto est l'endroit de choix. Allez voir leur inventaire en concession sur la route 116 tout près de Richmond ou au jnauto.com, lien dans la description. Merci beaucoup à JN Auto de supporter Plus de Millage. On va commencer avec la grosse nouvelle de cette semaine. Le Ford Mach-E va finalement être disponible avec une batterie LFP. Il y a aussi une légère réduction des prix qui est introduite. Donc, pourquoi Ford passe à LFP? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment nouveau? En fait, ça fait quand même quelques temps qu'on sait que Ford va changer sa stratégie au niveau des batteries. Ils voulaient passer à une batterie LFP dans les Mach-E pour être capable de réduire leur coût. Donc, les batteries LFP, lithium, fer, phosphate, sont intrinsèquement moins chères que les piles avec une haute teneur en nickel. Tesla, d'ailleurs, utilise des piles LFP dans la plupart des Tesla Model 3 qui sont produits aujourd'hui, quoiqu'il y a encore des Tesla Model 3 avec une batterie conventionnelle. Tout ça, c'est un peu compliqué, on ne sait jamais trop qu'est-ce qu'on va avoir, puis je ne connais pas le fin détail de tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est que les batteries LFP, généralement, ils ont des bénéfices et aussi des défauts. Donc, c'est des batteries qui vont coûter moins cher à produire. Ils vont cependant avoir une plus longue durée de vie. Donc, la durée de vie de la pile va, par exemple, s'établir à 1 million de kilomètres. C'est des statistiques qu'on entend des fois. Évidemment, il y a peu de gens qui se sont rendus là. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est une pile qui va être capable de supporter plus de cycles de recharge. Cependant, ce sont des batteries qui ont moins de capacité. Donc, généralement, c'est pas une batterie qu'on va choisir, par exemple, pour un modèle de performance. C'est pas une batterie que Tesla choisirait pour mettre dans un Tesla Model S-Plaid, par exemple. Mais pour les véhicules qui sont à très grand volume, comme le Model 3, ça peut être pertinent d'avoir des batteries comme ça. Ça va réduire le coût, ça va légèrement augmenter, ou peut-être significativement augmenter la masse du véhicule dans certains cas. On va y revenir d'ailleurs. Mais ça va permettre d'avoir des véhicules qui sont moins chers, qui ont une plus longue durée de vie, des batteries qui peuvent survivre en fait à la voiture et être réutilisées par la suite dans d'autres applications, quitte à ce que le pack au complet de batteries soit réutilisé. Donc Ford a choisi cette techno-là pour certaines des batteries du Mach-E. Ça va amener des réductions de prix de l'ordre, je crois, de 2000-3000 $, quelque chose comme ça. Donc, légère baisse de prix du Ford Mach-E, ce qui est quand même intéressant. Dépendamment de où on se situe dans la gamme du Mach-E, pour les modèles les moins chers, on est près des prix des modèles Y, ça se rapproche, mais quand on tombe avec un modèle GT par exemple, c'est quand même surprenant, c'est environ 20 000 $ de plus qu'un Tesla Model Y Performance. Cependant, Ford réussit à vendre des Mach-E, il y a toujours une demande pour ces véhicules-là, ils sont encore sur la route, il y en a parfois quelques-uns en stock chez les concessionnaires, il y a aussi des gens qui vont les revendre légèrement usagés. Mais en général, c'est quand même un véhicule qui vient chercher de la demande. Puis la réalité, c'est que ça a été un des premiers véhicules qui pouvait réellement compétitionner une Tesla. Puis là, je ne vous parle pas des performances. On sait qu'il y a eu plein de problèmes au niveau de la recharge rapide, tout ça. Quoique, on a réessayé récemment un Ford Mach-E 2021 qui a eu des mises à jour logicielles. Puis c'est vraiment un meilleur véhicule que c'était. Il y a plus d'autonomie. Au niveau de la recharge rapide aussi, c'est plus intéressant. Donc, c'est vraiment un meilleur véhicule que c'était. Bien qu'on parle du même véhicule, ils ont été mis à jour pour être mieux. Il y a une demande, il y a des gens qui n'achèteront jamais un véhicule Tesla, il y a des gens qui sont vendus Ford parce que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents avaient des Ford. Ces gens-là, ils vont toujours acheter des Ford. Donc, s'ils veulent un véhicule électrique, lequel ils achètent? Probablement le Ford Mach-E, à moins qu'ils soient intéressés par une camionnette. Donc, je suis un peu réconcilié avec le Mach-E, je dis pas que j'en achèterai un, mais c'est un véhicule clairement que Ford a l'intention de vendre en volume. C'est ce qui est démontré par leur choix de légèrement baisser leur prix puis d'aller vers une batterie LFP. Donc honnêtement, je dis chapeau à Ford d'avoir fait ce choix-là. C'est le choix qui était à faire. Maintenant, quand on parle des marges par exemple, chez Ford, c'est quand même quelque chose de spécial. On a eu des nouvelles comme quoi cette semaine, Ford annonçait que
la rentabilité de leur véhicule électrique, en fait, ou leur marge, était négative de 40%. Donc, pour un véhicule qui se vend, par exemple, 60 000 $, ils vont perdre 40% de ce montant-là, 24 000 $ sur chaque véhicule, où les véhicules vont leur coûter 24 000 $ à faire de plus que ce qu'ils peuvent les vendre. C'est quand même impressionnant, c'est quand même des pertes vraiment significatives. En même temps, c'est normal qu'en début de cycle, ou lorsqu'on introduit une nouvelle technologie dans une gamme qui ait plus de coûts, qui ait des pertes, on essaie d'amortir la recherche et développement. Puis d'ailleurs, c'est quand même drôle, quand ça a été annoncé, il y a quelqu'un qui l'a tweeté en questionnant Elon Musk sur la question, puis Elon Musk a quand même dit que c'était normal d'avoir des pertes justement en début de cycle quand on introduit de nouvelles technologies, et il a dit que la stratégie de Ford était smart, qu'elle était intelligente. C'est quand même un peu drôle de Elon Musk de faire ce commentaire-là, mais écoutez, si lui il croit, probablement que c'est correct de vous acheter un Ford électrique, bien qu'on a nos réserves quant à certains des modèles, surtout au niveau du prix de certains des modèles. Puis si on revient un peu aux marges, c'est quand même surprenant dans la mesure où Ford vend certains véhicules électriques extrêmement chers. Quand on parle du Lightning, un Lariat par exemple à grosse batterie, c'est je crois 112 000 $, environ 130 000 $ pour un Platinum, et ils perdent de l'argent. Mais ce 40% de marge-là, en fait, c'est peut-être une marge globale. Peut-être qu'ils perdent beaucoup d'argent sur les modèles Mach-E Select, par exemple, de base, qui sont vendus en plus gros volume que les Ford F-150 Platinum. Probablement qu'ils font de l'argent sur ces modèles-là. À voir, je me questionne quand même, parce qu'ils projettent d'avoir 20% de pertes dans le futur. Donc, jusqu'où ils sont en mesure de se projeter, ils projettent toujours de faire des pertes, alors que Tesla fait des marges sur leurs véhicules électriques aujourd'hui. Fait que c'est un peu mon intérêt économique là, dans la chose, de vous parler de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Ford fait le bon choix de continuer à vendre ces véhicules-là à perte? Est-ce qu'ils devraient continuer? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'ils doivent revenir aux véhicules à essence ou il faut qu'ils poursuivent? Puis s'ils poursuivent, est-ce qu'ils devraient changer leur stratégie? Essayer de vendre des modèles de véhicules différents? Je vous laisse nous écrire ça dans les commentaires. Maintenant, le deuxième sujet du jour, le Tesla Model Y qui est maintenant subventionné au Canada, au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui est arrivé, c'est que Tesla a lancé au Canada, ça s'appelle sur leur site un Tesla Model Y, TMY. Bref, un Tesla Model Y, il n'y a pas de mention de traction intégrale, pas de mention de traction de propulsion arrière, de batterie, standard range ou quoi que ce soit. C'est juste le Tesla Model Y. C'est un modèle qui a 394 km d'autonomie. Donc, essentiellement, vous pouvez vous imaginer une genre de version SR+, du Tesla Model Y. C'est pas un modèle qui est vendu aux États-Unis. Puis là, il y a comme une segmentation du marché. Les Tesla Model Y sont pas tous fabriqués aux mêmes endroits, ils n'ont pas tous les mêmes batteries. Il y a des modèles qui ont les batteries 4680 par exemple, qui sont disponibles aux États-Unis. Ça s'appelle un Tesla Model Y All-Wheel Drive, je crois, qu'ils ont peut-être changé le nom récemment, qui a 450 km d'autonomie avec les batteries 4680, puis l'architecture avec les gros moulages en fait à l'avant et à l'arrière qui permettent de réduire le poids, la complexité, le prix. Mais nous, ce qu'on va avoir, c'est vraiment un Tesla Model Y uniquement à propulsion, 394 km d'autonomie, qui a probablement la batterie LFP des Tesla Model 3 SR+, mais qui est offert à 59 990 ou 995, peu importe, tout juste sous les 60 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça implique? En fait, ce que ça veut dire, c'est que le Model Y, qui est un VUS, tombe juste sous la limite de 60 000 $, qui est le requis pour le prix d'un véhicule électrique. Je pense que c'est la catégorie des VUS au fédéral ou la catégorie des véhicules électriques au Québec. Donc, il se qualifie pour les deux subventions, la subvention de 5 000 $ après taxe au fédéral et la subvention de 7 000 $ au provincial. Donc, 12 000 $ de rabais. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour vous concrètement? Ben, il y a quelques semaines, un Tesla Model Y, ça coûtait 70 000 $ canadiens pour la version long range. Là, on vient d'appliquer 12 000 $ après taxe de subvention et le modèle est 10 000 $ moins cher. Donc environ 11 500 $ de prix incluant les taxes de moins et 12 000 $ de subvention. Donc essentiellement, c'est 23 500 $ moins cher à avoir un Tesla Model Y maintenant que ce l'était il y a quelques semaines. Là, vous allez me dire, non, mais attends, Gabriel, c'est pas la même voiture. Mais c'est vrai que c'est pas la même voiture. Il n'est pas à traction intégrale, il y a beaucoup moins d'autonomie, mais ça reste tout de même un Tesla Model Y. Et ce qui est vraiment intéressant,
c'est que comme le modèle Y à grande autonomie est maintenant 10 000 $ de plus que le modèle à autonomie standard qui est subventionné, il devient lui-même subventionné. Donc le modèle Y à grande autonomie, celui qu'on pouvait déjà acheter au Canada, il est 12 000 $ moins cher qu'il était. Donc il est beaucoup plus avantageux. Puis là, ça vient tracer des lignes assez particulières dans le marché parce que là, on avait des VUS compacts de d'autres marques qui étaient subventionnées. Le modèle Y ne l'était pas puisqu'il était beaucoup plus cher que les autres. Mais là, à partir du moment où ça devient un véhicule qui est subventionné, y compris dans sa version à grande autonomie, quand même bien qu'il serait plus cher que d'autres modèles, qu'un Ioniq 5, qu'un Kia V6, Toyota BZ4X et tout, ça devient quand même vraiment avantageux. Donc, est-ce que c'est le meilleur choix? Honnêtement, si vous êtes à la recherche d'un VUS compact électrique, même pour la différence de prix, parce que évidemment en termes de spécifications, si on regarde l'autonomie, le fait que c'est un véhicule à propulsion, le Tesla Model Y régulier, celui qui a 394 km d'autonomie, a l'air d'être beaucoup moins avantageux que les versions de base, par exemple d'un Kia V6 ou d'un Ioniq 5, mais on a accès à l'infrastructure de recharge de Tesla. C'est des véhicules qui vont probablement à moyen long terme avoir une meilleure valeur de revente aussi. Donc je pense que pour les gens qui se questionnent, pas nécessairement à acheter un modèle de base à 45 000 $, mais ceux qui étaient à la recherche des modèles à 55 000 $, par exemple, à traction intégrale, est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt faire le saut vers un modèle Y de base, qui oui a un peu moins d'autonomie, mais qui va répondre à vos besoins la plupart des jours, puis qui va quand même probablement bien se comporter dans la neige? Je pense que la question se pose, ça dépend. Est-ce que je suis un fan de Tesla? Est-ce que je suis trop un fan de Tesla? Ben, j'ai l'impression que je le deviens avec le temps, mais je ne suis pas non plus complètement vendu. Il y a beaucoup d'autres options. D'ailleurs, je suis très déçu de voir la Bolt disparaître. Là, ça a été confirmé. Dans les prochains mois, la production de cette voiture-là va cesser. La Bolt, c'était ma voiture électrique préférée. Ça l'est toujours, parce que c'est la seule voiture électrique compacte qui nous reste, qui est à un prix raisonnable. Donc, les Tesla, c'est pas mes préférés. Je suis quand même agréablement surpris qu'on ait un modèle moins cher qui arrive sur le marché. D'ailleurs, pour poursuivre avec les nouvelles de Tesla, le Model 3 à grande autonomie est maintenant redisponible aux États-Unis. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on sait rien. En fait, ce modèle-là n'était plus disponible depuis août 2022, donc c'était plus possible de commander un Tesla Model Y à grande autonomie depuis environ 8 mois. Donc, qu'est-ce qui a changé? Ben, aux États-Unis, il est disponible. L'autonomie est quand même significativement inférieure à ce qu'elle était dans le passé. Donc, ce qu'on nous annonce, c'est 325 000 d'autonomie. Il faudrait que je vous fasse un petit calcul rapidement. Environ 523 km d'autonomie. Cependant, ce n'est pas une mesure de l'EPA ou de l'Agence des ressources naturelles du Canada. C'est une mesure estimée de Tesla. Donc, on comprend que c'est un tout nouveau modèle qui n'a pas encore fait ses tests d'autonomie ou les résultats n'ont pas encore été publiés. Donc, c'est moins que les 560, 580 et quelques kilomètres qu'on avait dans l'ancien modèle à grande autonomie. Il va tout de même être à traction intégrale. Il va être beaucoup moins cher que l'ancienne version, beaucoup plus près du modèle SR+. Mais ce qui est très drôle, c'est que, en fait, on ne sait pas quelle pile il va avoir, quelle batterie il va avoir dans ce modèle-là. On ne connaît pas la capacité. On n'a pas d'informations sur la puissance. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est probablement une batterie LFP, mais là, dans le modèle SR+, le pack ou disons, le compartiment batterie est entièrement occupé par les piles. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est une batterie LFP avec une chimie améliorée? Est-ce que c'est des gains d'efficacité? Est-ce que c'est des batteries 4680? Parce que ça pourrait être, par exemple, le pack de batteries 4680 qu'il y a dans le modèle Y à traction intégrale qui est vendu aux États-Unis, qu'on n'a pas accès ici. Mais même là, probablement que le gain d'autonomie ne nous amènerait pas à ce 523 km-là. Il faudrait peut-être qu'il y ait un gain aussi au niveau de l'efficacité. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on a seulement la moitié de la subvention fédérale américaine. Donc ça, ce que ça indique, encore une fois selon les rumeurs, probablement que le pack de batterie n'est pas fait aux États-Unis. Ça pourrait être un pack fait en Chine, mais encore là, on ne sait pas quelle batterie va être utilisée. Donc, il y a toutes sortes de théories. Si vous pensez que vous savez c'est quoi, écrivez-nous-le. On a vraiment hâte de voir ce que ça va être. On sait qu'il y a un modèle 3 Highland, un projet Highland qui était dans les cartes, une refonte du modèle 3. Il y a des images qui ont été affichées d'un modèle 3 qui était découvert, où on avait des nouveaux phares. Mais concrètement, du point de vue technique, on n'a aucune information. Moi, ma théorie, c'était que Tesla allait lancer deux nouveaux modèles 3, en fait. Une variante
traction intégrale qui utilise le battery pack 4680 du modèle Y à traction intégrale, qui aurait eu quelque chose comme 475 km d'autonomie, et une version à grande autonomie qui aurait été chercher un peu plus d'autonomie que l'ancien modèle, peut-être 600 km, mais je crois que finalement on n'aura ni l'un ni l'autre, on va avoir quelque chose entre les deux, plus d'autonomie qu'un 4680, mais moins d'autonomie que l'ancien modèle 3 à grande autonomie. On garde le SR+, dans la gamme. Le modèle performance est toujours là. Ça devient le modèle 3 avec la plus grande autonomie qui est disponible. Puis, j'imagine qu'on va voir les modèles SR+, et performance être révisés dans le futur. Peut-être qu'on verra une version plaid de la modèle 3 remplacer le modèle 3 performance. Je sais pas. Je vous laisse nous écrire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, ça fait le tour des nouvelles d'aujourd'hui. Beaucoup de Ford, beaucoup de Tesla, beaucoup de rumeurs, beaucoup de LFP. Écoutez, c'est ça les nouvelles de la semaine dans le monde de l'automobile. Donc, merci d'avoir écouté plus de millage. Si vous avez des idées de sujets pour notre prochain épisode, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'un épisode est disponible. On se dit à la prochaine.